Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous interviewons à nouveau Dany Fesneau. Dany, que vous avez déjà vu dans une interview, vous pouvez en trouver sûrement là-haut ou là-haut, je ne sais jamais de quel côté c'est. Donc voilà, avec tous ces conseils aux débutants, aux jeunes enseignants. Donc au moment où on tourne la deuxième interview, j'ai pas fait le montage, je sais pas si j'ai monté en 1 ou 2 interviews, mais en tout cas, c'est quelque chose de très riche. Vous avez son livre qui est ici, on en a déjà parlé, on en reviendra sûrement dessus. Il y a sûrement son 2e livre qui sera sorti. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous aurez toutes les informations. Et puis, bien sûr, sur nos réseaux, on vous tient au courant de l'avancée de tout ça. Bonjour Dany, tu vas toujours bien? Je vais toujours bien. Super, merci beaucoup, merci pour le temps que tu prends pour nous. Aujourd'hui, le thème, c'est vraiment la liberté, comment acquérir la liberté d'action. Vous avez vu que Dany a un gros panel technique, il a un gros panel, une grosse fondation martiale. Et comment là-dedans on arrive à acquérir sa liberté, etc. Donc c'est un peu des questions qui, moi, me taraudent quand je vois un expert comme ça. Comment ne pas être emprisonné dans les styles, dans les gestes. Donc voilà, on va l'interroger là-dessus et je suis sûr que ça va vous passionner. Donc, Dany, déjà, est-ce que ça te parle, ça, comme thème? Oui, tout à fait. Avant de rentrer dans les détails, c'est vrai que pour reprendre exactement ce que tu disais, la difficulté que rencontre la plupart, on rencontre tous à un certain moment, c'est le fait de travailler dans une forme et tout d'un coup éventuellement de rencontrer une autre forme ou d'être intéressé et là on se retrouve tout le temps à changer de costume et on change de costume. Et moi, j'en étais à un point où, à un moment donné, je change, dans un même combat, un combat ouvert, un combat libre, ou même dans la rue. Hein, j'ai passé une époque où on se battait beaucoup dans la rue. Et je changeais dans le combat. Je faisais, euh, je faisais la boxe thaï, tout d'un coup, je faisais du jiu-jitsu, et après, je faisais autre chose, ainsi de suite. Mais je le faisais consciemment, c'est tiens, je vais changer. Hmm. Donc, je changeais d'arme, mais c'était pas intégré. Donc ça, c'est un manque de maturité. Et il faut surtout éviter ça parce qu'on se limite énormément. Il faut arriver à intégrer. Et cette intégration, elle est progressive ou elle peut ne jamais se faire. Hmm. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir sur son étagère des livres, les uns à côté des autres, mais on ne fait pas le lien. On n'arrive pas à les lier. Ça, c'est très difficile. Et pour ça, ben, il faut s'échapper de la technique. C'est le truc principal. Il faut s'échapper de l'esthétique. Ça, c'est très difficile parce que c'est un rapport avec la vision qu'on a soi-même et la vision qu'on veut projeter aux autres. Donc, il faut se débarrasser de l'esthétique. Il faut se débarrasser des codes, des conventions. Il faut se débarrasser des costumes. Par exemple, un karatéka qui a l'habitude d'un kimono qui claque, là, ils sont puissants. Et là, tu le mets en pyjama. Tout d'un coup, il est mal à l'aise comme un chamouillé. Vous avez déjà vu un chamouillé? Oh là, vous le donnez une douche, il est tout maigre et puis il a tout honte de lui, il sait pas le regarder, il veut pas qu'on le voit, ainsi de suite. Ben, c'est un peu pareil. Hmm. Donc, il faut arriver à passer au-delà de ça. Et c'est pas facile, ça. Comment tu as réussi à passer au-delà de ça? Ben, il y a déjà, on avait parlé la dernière fois, tu parlais du flow. Hmm. Donc, le flow, c'est l'exemple typique euh, où en fait, tu sors au-delà de la technique, ainsi de suite. Et donc, le flow, c'est aussi flotter. Oui. C'est pas vraiment le flow avec un W, Hmm. c'est le flow avec un T, les flows. Donc, ça, c'est flotter. Et c'est-à-dire qu'il faut passer sur une sensation. C'est-à-dire, plutôt que de travailler de manière consciente et en se projetant, en se représentant, et Hmm. il faut simplement ancrer le travail dans la sensation et les images. Et cette sensation, alors c'est une question qui me vient là, mais est-ce que cette sensation, c'est plutôt du coup travailler sur les principes, c'est-à-dire c'est les principes qui vont donner ces sensations-là, les concepts,
plutôt que travailler la technique, du coup, qui va permettre de passer là-dessus? Non, c'est un état d'esprit. Travailler avec la sensation, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que là, on est détaché de tout. Il faut simplement développer un mode d'appréhension de l'extérieur basé sur ses sensations. Donc, Mm. elles peuvent être de plein d'ordres différents, mais et le flow, c'est un bon exemple parce que il faut faire abstraction de la technique. C'est le flow du combat, par exemple, Mm. qui va dicter ce qu'on fait. C'est éventuellement le flow de sa propre technique ou l'enchaînement. Enfin, c'est tout un travail dynamique. Mm. C'est intéressant. C'est très intéressant et c'est d'ailleurs ce qui nous amène au sujet principal. Donc, pour l'acquisition de liberté, pour moi, c'est vrai que ça se voit, quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est fluide aussi. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment la manifestation physique, et parce qu'il faut toujours une manifestation physique des choses pour pouvoir euh, avoir un avis dessus, enfin, pouvoir transmettre, hein, tout se passe, enfin, une grande majorité des choses se passent de façon physique, même si c'est parfois involontaire, paraverbal, etc. Et pour moi, la manifestation physique vraiment de cette liberté, c'est la fluidité. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec cette idée-là ou pas du tout? Euh, oui, mais la fluidité, avant de parler de la fluidité, il faut parler du flow. Mhm. Parce que le flow, c'est un concept, la fluidité, c'est une qualité. Mhm. Donc, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on part des principes, des techniques? On peut pas les mettre, c'est toujours des escaliers, hein. Oui. Donc, il faut enfiler des perles, mais il faut les enfiler dans le bon ordre. Une fois que c'est dedans, il faut tout refaire pour les remettre dans le bon sens. Là, c'est Mhm. comme si tu veux faire ton nom et il faut mettre toutes les lettres, tu vois, dans un fil là pour faire Oui. un collier. Mais il faut Mais les mettre dans le si tu bon les mets en sens. sens tout ressortir, il faut tout remettre. Donc, c'est fondamental de systématiquement travailler dans le bon ordre, en fait. Mhm. Et donc, ben, il faut, la première chose, c'est travailler le flow. Mhm. Et comment on peut Donc, travailler travailler ce le flow? flow. Alors, à partir du moment où on a dit tout à l'heure, c'est des images, Mhm. ça veut dire il faut visualiser. La première chose à faire, c'est visualiser. On ne peut pas simplement se jeter à l'eau et le faire. Il faut d'abord se le représenter. Donc, ça, c'est le cerveau droit. Et il faut le visualiser. Il faut savoir où est-ce qu'on le visualise dans son cerveau, de manière à ce que ça soit, on dirige notre intention vers ça. Ça peut paraître bizarre au début, mais on comprendra tout à l'heure, j'imagine. Et ensuite, il faut travailler seul. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il faut travailler seul et parce que plus tard, il faudra faire abstraction de l'adversaire. Donc, si on commence à travailler avec l'adversaire, on ne ferait jamais abstraction de l'adversaire. On travaille seul et ensuite, l'adversaire se rajoute et on ne fait que l'ignorer, en fait. Il ne doit pas exister, l'adversaire. Donc on s'adapte pas à lui. On s'adapte au combat, jamais à l'adversaire. Et si on combat un adversaire, on devient sous son emprise. Il ne doit pas exister. Donc pour ça, la façon de travailler, c'est effectivement c'est un fantôme. Mhm. L'adversaire, c'est une projection qui permettra de s'en détacher émotionnellement aussi après. Donc, en travaillant seul, on met les choses dans cet ordre-là. Ensuite, il faut apprendre c'est toujours apprendre avec des phrases. On n'apprend pas une langue avec des mots. Mhm. On apprend avec des phrases. Les arts martiaux, c'est la même chose. On n'apprend pas avec des mots. Les mots, c'est des techniques. Donc, les Mhm. gens qui attrapent, ben, c'est quasiment impossible. Je vais te donner un exemple. Je n'ai jamais appris le chinois. Par là, c'est bien. Et parce que je ne l'ai jamais appris, justement. Donc, quand je parle avec des Chinois en Chine, je parle avec un accent chinois. Ils demandent de quelle région je suis. Généralement, ils savent de quelle région je suis. Mhm. Enfin, de quelle région j'ai appris. Ben, j'ai appris parce que je parle avec un accent spécifique d'un endroit. Mhm. Euh, si les gens qui vont à l'université font des phrases super construites où ils sont en train de réfléchir au ton. Il y a 4 tons en chinois, dans le nord, et 8 dans le sud pour le bon emploi. Donc, ils essaient de mettre les tons. Le problème, c'est que les tons, en fait, en théorie, ils existent et en pratique, ils s'annulent ou ils se disent de manière différente. Donc, tu as des règles qui, dans la pratique d'une conversation, ne sont jamais appliquées. Ce sont les règles de la pratique qui sont appliquées.
et le sens de la phrase. D'accord. Donc, c'est exactement la même chose. Toutes ces tonalités dans le langage martial, il faut l'apprendre avec des phrases parce que ces tonalités, elles dépendront du contexte. Hmm. Si tu apprends les choses par mots, technique, tu n'as pas les tonalités. Donc, c'est un travail très mécanique. Hmm. Ok. Ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler, par exemple, avec des séries d'attaques. Dans le concret, pour revenir du concret, ça veut dire on n'apprend jamais une défense sur une technique. On apprend tout le temps sur des séries d'attaques. Hmm. Pour le flow, il faut s'interdire. Je prends toujours l'exemple si tu es dans une montagne, tu prends un caillou et tu lances le caillou. Il va descendre et rebondir. Il peut aller très loin. Quand il s'est arrêté, il va pas repartir. Ben, c'est exactement la même chose. Il faut continuer à rebondir, 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 rebondir. Dès que tu es arrêté, tu repars pas. Il faut relancer le caillou. Hmm. Donc, quand c'est bien lancé, c'est des ricochets. C'est 25 ricochets. Donc là, tu traverses le lac. Si tu fais plouf, là, il faut replonger, récupérer le caillou, plouf, le relancer, replonger, récupérer le caillou. Là, on n'en sort pas. On dirait du karaté. Donc, je veux dire du mauvais karaté. Hmm. OK? Celui qu'on voit malheureusement assez souvent, qui est juste bam, un truc et c'est fini. Non, il faut qu'il y ait tout cet enchaînement dynamique. Hmm. OK? Ouais. J'aime bien le vieux karaté. Donc, OK, c'est la première chose. Ensuite, c'est plus facile de créer le flow sur des défenses que sur des attaques, par exemple. Hmm. Parce que quand tu es sur des défenses, si tu le fais avec quelqu'un qui te fait travailler, c'est lui qui va te donner. Hmm. Qui va te donner le rythme, en fait. Alors, sinon, s'il fait non, là, c'est pas possible. Et si la personne travaille d'une certaine façon, c'est la personne qui attaque à un meilleur niveau, elle donne une leçon dynamique, si je veux, quand elle travaille, et l'autre, en défendant, naturellement, va se mettre à faire ce genre de choses. Hmm. On va lui donner l'occasion de s'ancrer. Donc ça, c'est une façon d'apprendre à ça. Et souvent, le flow à deux, il intervient quand une personne se bloque, c'est-à-dire qu'on essaie de réfléchir ou de... il y a l'intervention de l'esprit conscient, de la pensée consciente ou intellectuelle ou la peur parfois, ça peut être, et on se fige. Et là, c'est fini. Hmm. Et là, ça repart. Tac, 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 tac. Donc, mais c'est pas un blocage physique. Donc, vouloir travailler le flow par le développement physique, comme le Sinawali, tu sais très bien à quel point je déteste le Sinawali, mais c'est une illusion. Pourquoi? Parce que là, on peut effectivement avoir un truc qui a l'air fluide, mais c'est une répétition. Donc, c'est une chorégraphie. Parce qu'on les apprend au début, hein. Hmm. Même pas besoin de regarder. Les mecs font tac, 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 tac. Ils ont l'impression que ça impressionne les gens de ne pas regarder. Non, pour moi c'est un aveu d'incompétence. Si tu ne regardes pas, ça veut dire que c'est pas vrai. Donc, ça me dérange des fois. Je vois des mecs qui, je sais qu'ils sont bons, qu'ils le font les pères le font souvent, Hmm. pour épater la galerie. Ça donne un mauvais message. C'est pas comme ça. Il n'aurait pas à le montrer comme ça. Il montre qu'il maîtrise Arsène Awali, c'est bien, mais c'est comme les majorettes le font mieux, un peu plus vite. Donc, tu vois, c'est là où parfois il y a cette illusion. Il ne faut pas tomber dans l'illusion. Qu'est-ce qu'on veut développer? Et le flow, c'est aussi la gestion de la temporalité. La temporalité, c'est-à-dire toutes les qualités du temps. Donc, tu peux me citer quelques éléments? La distance, Non. Non, je n'ai pas parlé d'espace, j'ai parlé de temps. mais les deux sont liés, Non, non? pas Euh, forcément. Les qualités du temps. C'est pas, l'espace n'est pas une qualité du temps. une qualité du temps. Alors, dans ton livre, si on se réfère, tu réfères trois formes de temps, si je me trompe pas. Je ne parlais pas de ça. Ça, c'est la nature du temps. Je parle de qualité. C'est-à-dire la qualité du temps. Non, ça me parle. C'est fondamental. Je pose la question parce que, aussi pour les gens qui regardent, parce qu'il faut toujours se poser la question. Ça veut dire que si on n'est pas capable d'essayer d'y réfléchir maintenant, tous, essayer d'en trouver trois qualités du temps. Si vous Le n'avez temps pas ça, s'écoule toujours, par exemple. Enfin, c'est pas si c'est ça que tu veux dire. C'est le temps est, on peut pas l'arrêter.
Donc, il est continu. Qualité, donc ça, c'est la nature du temps encore. D'accord. Les qualités du temps, ça va être une expression du temps, une manifestation du temps. Par exemple, la Ah oui, c'est... cadence. Tu D'accord. vois, la cadence, Oui, le rythme, le le rythme, tempo. le tempo. Et tout Hmm, ça sont des choses différentes. Alors, ça se ressemble un peu souvent, mais, d'accord. euh, J'avais pas mais compris non. la direction de la Donc là, question. on est dans des qualités. Hmm, On ramène qualité au temps. De ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est la nature du temps. Est-ce qu'on est dans un temps cyclique? Est-ce qu'on hmm, est dans le temps des légendes? Est-ce qu'on est dans le temps linéaire? Est-ce qu'on est dans le temps global? Est-ce qu'on est dans un temps, enfin, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on voit dans la philosophie grecque, Chronos. tout à fait. OK? Mais c'est important aussi de comprendre ça, mais ça, c'est pour des choses plus larges. Hmm, Mais pratiquement pour la pratique martiale, c'est ça qui est important. Et aussi le fait de pouvoir accélérer, ralentir, ainsi de suite. hmm. Donc là, La ce sont, régularité ou l'irrégularité. voilà, ça c'est le flux. Hmm, Donc, et l'accélération. Et là, effectivement, c'est lié à l'espace. Parce que la vitesse hmm. est liée à l'espace. Et là, il y a deux notions importantes. Je suis désolé si je fais un peu compliqué dès le début, mais euh, il y a des espaces-temps et des temps-espace, dont la différence est, L'ordre? c'est le curseur. C'est-à-dire que l'un est par rapport à l'autre. D'accord. Ouais. Un espace-temps, C'est c'est l'espace un espace, qui dépend du temps. c'est, ouais. Mais c'est très important parce que ça change complètement. Un temps-espace, on parle du temps. Hmm, Quand on parle d'un espace-temps, c'est l'espace. hmm, C'est l'espace qui est fondamental. hmm, La réalité, c'est l'espace. Et elle a une qualité qui est temporelle. Et hmm, l'autre, c'est le contraire. Donc c'est très important de penser à ça parce que plus tard, quand on va commencer à réfléchir, OK, comment je travaille ma stratégie, ainsi de suite, tu peux la baser sur l'espace, tu peux la baser sur le temps. Mais si tu n'as pas les concepts intellectuels au départ, euh, ben, une fois ça marche, une fois ça marche pas. Tu peux être génial, mais tu peux pas enseigner. hmm. Tu peux pas passer ton savoir. Je comprends. C'est tout le. Il faut passer son savoir. Hmm, Donc, et il faut pouvoir, pour le pousser plus loin, il faut pouvoir se questionner. Pour se questionner, il faut avoir des éléments de questionnement. OK? tout à fait. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on est C'est là. important. Parfois, les gens pensent, ouais, c'est que la pratique. Non, je fais essentiellement que de la pratique, j'en fais énormément. Mais il faut aussi amener ça. Il faut avoir le langage et les concepts pour pouvoir jouer avec. Hmm, Euh, après, ouais, après, c'est une question, le flow, c'est une question il faut conserver le flow. Parce que lancer quelque chose, c'est facile, il faut le conserver. Donc là, si on travaille on va arriver à la fluidité. Ben, il faut lier les séquences. La fluidité, c'est simplement la capacité à lier les séquences. hmm, Et là, tu lis tes séquences avec la main, par exemple, la grammaire philippin, la main libre, qui permet de faire le passage. OK? Mais c'est pas que c'est exprimé dans les arts martiaux philippins. Mais dans tous les arts martiaux, la main libre, elle est utilisée, sauf les formes de chinois de wushu, où il y a un abruti qui met la main là et qui travaille avec l'autre main ici. Ça sert à rien, la main. OK? C'est hmm, comme les mecs qui font de l'arnis avec la main sur le cœur, là, côté, et qui passent leur temps à se toucher. hmm, C'est bien pour appeler quelqu'un si on veut une entalo ou quelque chose. Ou si on s'étouffe, hein, mais ça n'a aucun intérêt. La main, elle ne peut pas être bloquée là, alors que l'autre attaque. Donc, ce liant, il permet la fluidité. Enfin, c'est une des façons de permettre la fluidité. Les hmm. autres étant ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le déplacement. Et, euh, et en fait, après, c'est mise en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut jouer. Si on le comparait à la musique, ça serait faire des congas. Hmm, Ouais, c'est pas la même chose si tu fais, hmm, même si tu le fais vite, hein, c'est hyper facile. hmm. J'espère que ça ne fait pas trop sauter le. Non, non, c'est bon. Voilà. Par contre, si tu fais, Alors, par contre, on n'entend pas le son. Je pense que tu as un... OK,
Si je le fais là, Ah, ouais, même on n'entend pas le son non plus, ça le supprime, t'as un suppresseur de son, à mon avis, automatique sur. mon truc, c'est pas grave. Mais j'ai compris, Tu as on a compris? compris l'idée, rien qu'avec les mains, on a compris l'idée du Ok, claquement. tu le feras comme tu veux, mais c'est le fait de faire. Si tu fais Ouais. toujours, c'est hyper facile. Tu te bloques, pam, 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 pam. Et c'est ce C'est qui se passe dans les régulier. scénarios. Enfin, même si tu le fais vite, ce qui est important, c'est par exemple le déclenchement. Mm. Tu déclenches et tu accélères. Donc l'accélération à l'intérieur de ça. Et ça va permettre, pour garder le flow, apprendre à garder le flow dans un combat, c'est ça qui est important, c'est la gestion de ça. Parce Mm. que si on te fait pam, 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 tu vas l'avoir naturellement. Mm. Mais, mais tu peux rien faire non plus, il n'y a pas d'ouverture. Ce que tu veux, c'est créer des ouvertures, temporelles ou spatiales. Mm. Donc, ça veut dire il faut créer des décalages. Donc, les décalages, ça veut dire il faut la synchronisation et la désynchronisation. OK? Et Ok, c'est ça la gestion du flow à un bon niveau. ok, c'est Ça intéressant. permet de déstructurer l'adversaire. Mm. OK? Ouais, ouais, ok. C'est assez simple, hein. C'est juste une fois qu'on a compris que tout ça, c'est une architecture, le combat, c'est une architecture. Ce que tu veux, c'est déstructurer l'autre et toi, par contre, être très structuré. Mm. C'est hyper intéressant. Pas évident à mesurer tout ça, c'est quelque chose qui doit prendre du temps. Mais Non, c'est une question de découper le gâteau. mm. On a dit on a parlé déjà dans le premier entretien qu'on a eu, on a parlé des compétences. Quand tu le découpes en compétences, et voilà, ça devient facile. Tu découpes, tout est facile une fois qu'on les a découpés. Mm. Le prendre comme ça et dire, OK, alors maintenant, il faut être fluide. Vas-y, vas-y, fais comme moi. C'est comme les moniteurs de ski, tu sais, qui sont nés dans la station, qui font tic, 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 à fond dans des murs glacés, qui disent, suis-moi, 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 comme moi, comme moi, comme moi. Oui, oui, Non, euh, faut découper le ça ne va gâteau. pas. Faut découper le gâteau, c'est tout. Ce que tu me dis là, c'est donc pour travailler le flow tout seul. J'ai un exercice que j'ai mis en place, j'aurais ton avis dessus si ça te dérange pas. Oui. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer s'il en dit du bien, et puis sinon, vous saurez qu'il faut pas le faire. Typiquement, pour bosser un peu mon flow en harnisse, je prends j'ai un exercice de tirage au sort, donc il y a les 12 angles qu'il y a en double T. Je vais choisir, je vais tirer au sort une attaque, donc une proposition ou deux propositions que je vais visualiser, et je vais tirer au sort également deux ou trois ripostes, et je vais adapter ça. Donc je vais d'abord en faire une, puis une deuxième, puis une troisième, et je vais alors les répéter, c'est pas très bien, mais pour travailler mon flow, je vais changer deux, trois choses dessus à chaque fois. Et de façon à travailler mon flow, je vais accélérer petit à petit. Et C'est-à-dire c'est que qui t'attaque? C'est quelqu'un qui t'attaque? non, je visualise l'attaque et je travaille seul. OK. C'est une, Ben, c'est une bonne idée pour moi, travailler je le ferais flow pas ça. selon toi? Moi, je ferais pas ça parce que tu fais intervenir ta conscience alors que tu pourrais très bien simplement improviser. D'accord. Mais j'ai pas un niveau pour improviser, sinon je vais faire tout le temps la même chose et je vais pas me forcer à travailler certains angles ou. Non, oui, mais il vaut mieux faire au départ un peu la même chose et après commencer à intégrer des choses un D'accord. peu différentes plutôt que de se donner un truc. Ce que tu viens de dire, c'est bien si tu le fais à deux. C'est-à-dire que c'est l'autre qui te feed. Hein, Mm. désolé, j'utilise l'anglais de temps en temps, mais qui te donne à manger. Mhm. Et qui Qui te nourrit. il te nourrit, voilà, il te nourrit d'attaques, merci. Il te nourrit d'attaques qu'on peut décider à l'avance. Mhm. OK? Ça, c'est bien. Par contre, quand c'est se faire soi-même, ça veut dire que tu es dans ta tête. Tu travailles Mm. dans ta tête. Il faut travailler dans son corps, pas dans sa tête. Mm. Je Et comprends. si tu travailles tout le temps dans ta tête, tu ne travailleras jamais dans ton corps. Mm. Donc c'est bien à deux. Et seul, je pense il faut simplement. Seul, il faut prendre un thème. Mm. Un thème. Donc, il n'y a rien de précis. Un D'accord. thème. Par exemple, je vais travailler, OK, je vais travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Mes Mm. attaques, je vais faire des attaques de l'intérieur de mon corps, ma ligne médiane, on va dire, Mm. vers l'extérieur. OK? Mm. Donc, tu peux faire une hypercute comme ça, tu peux faire une attaque
comme ça. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et tu fais que de l'intérieur vers l'extérieur. Et après, tu dis, ah tiens, change, maintenant c'est intérieur-extérieur. Et d'un coup, c'est en haut. Et après, c'est en bas. Mais c'est tout. Tu te dis, tiens, je travaille que des techniques qui vont arriver que sur la gauche, que sur la droite. Hmm. Ça, tu peux le faire en improvisation. Et tu verras ce qui se passe. Et tu vas peut-être toujours faire la même chose au début. C'est pas très grave. Hmm. Les bébés, quand ils commencent à parler, ils disent tout le temps les mêmes choses, hein. Ok. Mais leur cerveau continue en fait, intégrer des choses. Donc, c'est pas un problème. Ce qui Hmm. est important, c'est pas le rendu. Ce qui est important, c'est l'acquisition de compétences. Bien sûr. Mais Donc, à la limite, c'est pas très grave si c'est un peu la même chose. c'est alors là, je parle à mon nom propre, hein. J'ai pas assez d'expérience en Cali pour visualiser quelque chose qui arriverait de pour visualiser tout simplement, j'ai pas assez d'expérience, je trouve, pour visualiser. Autant, tu vois, si quand je vais le faire en jiu-jitsu, je vais réussir à visualiser et à me laisser porter par le flow, et donc à pouvoir me dire, ben, je prends un thème, c'est quelque chose que je fais souvent. Tiens, je vais à l'extérieur, je vais à l'intérieur, mais en harnisse, c'est pas quelque chose que j'ai encore assez en expérience. Il faut simplement pratiquer, c'est tout. Oui, mais quand on n'a pas le partenaire, c'est plus compliqué. Il faut visualiser, c'est tout. C'est une question de visualisation. Hmm, Donc, non, il faut pas se limiter. Il faut pas. hmm. Je pense que c'est aussi une limitation intellectuelle. Donc, il ne faut pas se rassurer faut pas vouloir se rassurer. Ok, très bien. Bon, mais merci en tout cas pour ce retour. Faut se jeter à l'eau. Hmm. Est-ce que tu penses que le sparring à thème, c'est une bonne idée pour progresser sur le flow? Oui, je pense que c'est une. D'abord, à quoi sert le sparring? Bah, le sparring, il sert à C'est quoi le mettre. sparring? Un sparring, c'est un entraînement libre. Ou, enfin, libre ou avec des conditions, mais avec un certain degré de liberté et d'ouverture qui permet d'appliquer l'ensemble des principes étudiés. Alors, parfois, ceux Donc, étudiés dans la leçon avant, c'est pas parfois. libre, puisque par définition, le sparring, ça veut dire que ça signifie une convention de pratique. Un Hmm. sparring, c'est une convention de pratique. Donc, c'est absolument pas libre. Ça, OK? ça a plus de Donc, liberté que la pratique, on va dire, traditionnelle où on est plus figé, où il y a moins d'arrêt, non? c'est pas une pratique traditionnelle, c'est une pratique pourrie. La Hmm. pratique traditionnelle, c'est quand tu bouges. La pratique, là, c'est une pratique de nul. Donc, faut pas le faire. Tout le monde peut s'arrêter à ne pas le faire, le statique. Donc, d'abord, sparring, c'est une illusion de combat. OK? Pour beaucoup de personnes, tu fais du sparring, ils ont l'impression de faire du combat. Et donc, ça, c'est un danger. J'essaie tout le temps de sonner la cloche de pompier parce que c'est un danger si jamais tu imagines le sparring comme étant un combat plus ou moins libre. C'est vraiment, vraiment très fortement une convention de pratique. Donc, avec un thème, plus ou moins conscient, on travaille. Mais en étant conscient que c'est une convention. OK? Et après, le thème, c'est un objectif. Et, et si on fait un sparring, c'est pourquoi faire? Pourquoi Alors, faire? ça dépend. Il peut y avoir de nombreux objectifs derrière un sparring, mais souvent, c'est. D'accord? Euh, par exemple, ça peut être mettre en pratique les principes étudiés sur plus d'opportunités et plus d'incertitudes. Avec ça, tu vas aller nulle part. Si c'est pas déjà déterminé comme étant l'acquisition pratique d'une compétence qu'on a travaillée, tu arriveras nulle part. Parce que les gens, voilà. Donc, il faut vraiment que ça soit, oui, ce que tu dis, OK, mais il faut aussi que ça soit lié à une compétence précise Bien que sûr, tu quand je veux dis développer. étudier, ça dépend du cours qui a eu avant ou de la leçon. Ou, typiquement, on a travaillé les sorties extérieures. Ben, aujourd'hui, on va faire un sparring. Le but, c'est de travailler sur les sorties extérieures, mais du coup, on a beaucoup plus d'ouverture. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça, dans ce cadre-là, si les gens, la difficulté, c'est de communiquer de manière à ce que la personne sache ce qu'il est en train de développer. Hmm. Parce que de mon expérience, à partir du moment où tu fais un sparring, mec, ils font n'importe quoi. Donc, donc, il faut simplement le délimiter. Pourquoi ils font n'importe quoi? Parce qu'ils pensent que c'est du travail libre. Non, c'est pas du travail libre.
Il y a toujours un thème. Mhm. Mais il faut simplement que les gens prennent l'habitude dans leur pratique de savoir travailler dans le thème. Et le manque, ce qui se passe, c'est souvent le manque de clarté des professeurs. Donc, après, le pratiquant, bah, lui, si on ne lui explique pas qu'il faut avoir des choses très ciblées, bah, il fait ce qu'il peut. Hein. Et quand c'est des débutants, il fait surtout ce qu'il peut pour pas se faire mal. Donc, donc c'est simplement la peur de se faire mal au doigt quand c'est de l'arnis qui va faire, ou quand on travaille des coups de pied, par exemple, dans notre art martial, c'est la peur de se faire bloquer et de partir avec un tibia comme ça. Il fait semblant d'attaquer, ainsi de suite. C'est ça, donc il faut sortir de là. Après, il faut, ben, comme tu disais, il faut changer les données, et puis il faut voir ce qu'on travaille. Est-ce qu'on travaille des compétences techniques, des gestuelles, des compétences stratégiques, des compétences émotionnelles, des compétences mentales? Et je pense qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Mhm. Donc, il faut le découper de cet ordre-là, mais après, à chaque professeur et à chaque pratiquant après, quand ils sont suffisamment de capacité pour s'entraîner, pour travailler seul, de le faire. Mhm. Je pense que encore une fois, c'est juste de la gestion d'acquisition de compétences. Mhm. Et donc le combat libre, par contre, tu... Pour moi, un combat libre, Alors un combat... pour Attention, moi, le un combat combat libre, libre... pour moi, un combat libre, c'est très simple. C'est qu'il y en a un qui va saigner et c'est pas moi. Oui, voilà, c'est pour C'est ça. un combat libre. Je vais y aller à coups de tête, coups de coude, je vais mordre, je vais planter les doigts dans les yeux, je vais arracher les oreilles. C'est ça un combat libre pour moi. Hein. Je vais choper la tête, bam, y aller à grands coups de bâton. C'est ça un combat libre. D'ailleurs, il n'y a pas de convention. À partir du moment, on peut pas dire on fait du combat libre. C'est comme l'UFC, c'est pas un combat libre, l'UFC. Bien sûr. C'est un combat conventionnel, c'est un sport conventionnel qui est beaucoup moins violent que certains autres sports, et, mais qui est spectaculaire parce qu'on met des gens dans une cage. Mais, ils sont quand même ils ont le même poids, ils ont le même niveau maintenant. Mhm. Voilà. Donc, c'est faut faire très attention. Encore une fois, c'est la communication. On peut pas dire aux gens, on va faire du combat libre. On va travailler des applications de combat. Moi, je préfère parler d'applications de combat. Et elles sont beaucoup moins libres. Quel est le niveau de liberté qu'on leur donne? Est-ce que la meilleure façon de faire quelque chose le plus libre possible, c'est de prendre quelqu'un qui a un super niveau contre quelqu'un qui a un petit niveau, Mhm. et c'est celui qui a un super niveau qui va simplement régler de manière à ce que l'autre puisse se lâcher sans que le danger, ni pour l'un ni pour l'autre, Mhm. soit. Quand tu mets des gens du même niveau, c'est généralement dangereux ou sans intérêt. Mhm. Donc, il faut faire ces deux choses. Euh, et là, tu peux jouer sur ça, effectivement. Et là, ça peut être plus libre parce que dans le combat, il y en a un qui maîtrise et l'autre qui maîtrise moins. Mhm. D'accord. Par exemple, c'est un exemple, mais cette histoire de combat libre, ou alors tu fais du combat libre, mais alors il est libre parce que tu mets des protections. Exemple, un truc que je fais souvent, je fais du combat libre, je dis aux gens, OK, vous allez travailler avec des gants, avec des vrais bâtons, je ne travaille jamais avec les canons en mousse, hein, sauf pour travailler au départ à main nue pour la première fois à main nue contre un bâton, une canne en mousse pour éviter de se faire casser les doigts 20 fois dans la même journée. Donc là, tu vas leur mettre des gants de Ok. hockey, c'est le meilleur gant, et le combat, c'est unique, c'est plein pot avec des vraies cannes, le plus fort possible, mais que sur les mains, par exemple. Mhm. Là, c'est vraiment libre. Mais c'est limité. Mhm. Et après, quand les mecs d'expérience, je dis, OK, vous pouvez faire à d'autres endroits. Par contre, vous passez à côté. Et pour ça, il faut que les deux sachent reconnaître quand, en vrai, il aurait été touché. Parce que j'ai eu des cas dans des stages où je faisais travailler un, un gars qui travaille de chez moi, un instructeur qui travaille avec moi depuis 25 ans, contre un gars qui venait d'arriver. Et le mec voulait absolument prouver. Mon élève n'arrêtait pas de lui balancer des coups qui passaient à 2 centimètres de sa tête. Et l'autre, il continue à attaquer comme si rien ne se passait. De moi, j'ai dû intervenir, quoi. Puis, donc, ça montait,
se monter. J'ai dit, mais ça fait, il aurait pu te mettre à l'hôpital 20 fois déjà. Donc, et donc, il se rendait pas compte. Hmm. Il n'avait pas le niveau suffisant pour se rendre compte qu'à chaque fois que le mec faisait, ça passait à ça de ses doigts et il pensait qu'il l'avait raté. Non, il avait été très précis pour pas lui faire mal. Et par contre, il devenait dangereux pour celui. Alors, c'est pour ça que mon élève me regardait et me dire, je fais quoi là? Je l'avoine pour de vrai parce qu'il va me toucher bientôt, quoi. Hmm. J'ai dû intervenir pour baisser le truc. Et ça, c'est le cas typique qui arrive très, très souvent. La personne qui manque d'expérience ne se rend pas compte de ce qui se passe. Hmm. Voilà. Mais c'est juste un exemple, hein. Mais je l'ai vu plusieurs fois également. Ça arrive tout le temps parce que les gens ne se rendent pas compte. Ils sont pas visualisé que ça passe très près, qu'en fait, l'autre est en train de contrôler. Hmm. Donc, il faut expliquer chaque fois. Parce que c'est pour ça que le travail, par exemple, avec ces gants de hockey en ne visant que les mains, ça, Hmm. c'est très bien parce que les personnes peuvent se lâcher. C'est un travail libre, conditionné Hmm. et les gens sont protégés. Voilà. Hmm. Après, ils peuvent toujours se rater leur coup et casser le coude de l'autre parce qu'ils ont maladroit. Ou Oui, parce qu'il y en a un qui est placé du mauvais côté. Ça s'appelle un accident, ça arrive. c'est des choses qui arrivent. Si on avait trop peur, on ferait rien. Mais Tout à fait. est-ce que selon toi, il vaut mieux travailler lentement et fluide ou rapide et saccadé? Et tu veux vraiment que je te réponde à cette question? C'est pas pour moi parce que je connais ta réponse, mais je pense qu'il y en a qui ne te connaissent pas et du coup avoir un peu ta vision là-dessus. Lentement et fluide, puis progressivement augmenter la vitesse sans perdre sa fluidité. Et dès qu'on commence à aller trop vite et qu'on commence à s'égaler, on redescend. Ainsi de suite. On pousse jusqu'à ce qu'on perde la cadence. C'est une question de cadence. Par exemple, je me rappelle avoir fait du 400 mètres. J'ai été assez rapide au 400 mètres. Et j'arrivais à faire des temps quasiment nationaux en France. J'avais 14-15 ans. Et par contre, j'avais un problème de cadence. Je savais pas courir en fait. Donc, sur les 20 derniers mètres, j'étais j'étais déstructuré. Hmm. J'ai dû apprendre à ralentir en fait, Hmm. à ralentir et à accélérer la cadence. J'avais une cadence qui allait plus vite que ma course. D'accord. Et Ok. j'avais la sensation de courir à côté de moi. Et là, j'ai compris ça et après, je me suis dit, je l'ai toujours retranscrit dans les arts martiaux, en me disant, ah, ça, c'est intéressant pour les arts martiaux. En fait, ça se passe, mais on s'en rend pas compte. Mais quand tu cours, tu t'en aperçois. Hmm. Et donc, ça, c'est une question qui est exactement le fait d'avoir voulu aller trop vite par rapport à sa fluidité. C'est pour ça que, tu vois, les, les, les athlètes qui font le 100 mètres, ils arrivent à se battre les uns les autres d'une course à l'autre, quoi. Il y en a un qui court plus vite que l'autre, mais pas toujours, quoi. Mais c'est Hmm. simplement parce qu'ils gèrent ça. Et c'est cette fluidité. Hmm. C'est vraiment de la technique pure, quoi. Donc, c'est ça qu'on doit arriver à faire, mais il faut le faire lentement et puis progressivement. Ok. C'est pas évident. Je- Non, mais c'est vraiment une recherche. Et là, c'est que de la sensation et de l'observation. Et une chose qui est intéressante parfois, c'est de se prendre en vidéo. On fait quelque chose. Mais pas seul, hein, parce que seul, c'est facile. Euh, dans une application de combat, d'avoir une vidéo de soi en train de travailler. Et là, on va s'apercevoir. Qu'on est fluide ou pas. Hmm. Oui, on va savoir des moments où on est bloqué, des moments où on se bloque parce qu'on va trop vite. Hmm. On sort des gonds quelque part. Pour ceux qui travaillent seuls, est-ce que tu trouves que c'est intéressant de travailler sur sac ou sur un pneu aussi Et sur un pneu, oui, parce que bah, si on travaille avec des bâtons, sac, non, parce que sinon le sac, il va être massacré très vite. Donc, ça coupe en fait les cannes, hein, sur les sacs. Donc, c'est pas une bonne idée. Les pneus, c'est parfait. Hmm. Les arbres, non, parce qu'il faut avoir des arbres souples. Et puis, en plus, les arbres, ils n'aiment pas qu'on leur fasse ça. Donc, on peut le faire de temps en temps. Mais, euh, mais le pneu, c'est la meilleure façon. Ça coûte pas cher. Ça va s'il d'accrocher un arbre ou chez soi, mettre dans un. Le pneu, c'est parfait. Ça te permet de travailler intérieur, extérieur. Ça rebondit, ça fait pas mal d'articulations. Euh,
C'est ce qu'il y a de mieux. C'est bien. Et il vaut mieux Il y qu'il a de soit mieux, suspendu ou en fait. s'il est posé sur quelque chose, c'est bien aussi, ça fait le boulot quand même. Oui, c'est pareil. Ok. C'est pareil. C'est mieux quand c'est suspendu parce que ça te permet de tourner autour, Hmm, par exemple. tout à fait. Ok. Mais tu le suspends à un arbre, tu es dans un jardin, sur une palissade. Ça peut être mis sur un palissade ou un mur, c'est pas gênant. Hmm. C'est- Ben, merci pour cette petite astuce. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à récupérer. La prochaine fois que vous faites comme moi, vous crevez sur l'autoroute, vous récupérez le pneu qui reste, vous pouvez travailler avec. Parfait. Comment, comment réussir pour quelqu'un qui vient d'une discipline, par exemple, comme moi, où la technique est quand même très importante, comment réussir à se détacher de la technique? Alors, c'est toujours dans tes questions qu'il y a la réponse. Euh, Ne pas s'y attacher en premier. On se détache, c'est qu'on s'y est attaché. Hmm. Et là, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on s'attache à la technique? Parce qu'elle nous rassure. Voilà, c'est ça, c'est une des choses. La technique rassure. Il y a un plaisir esthétique dans la technique ou un plaisir sensoriel. Ok, donc c'est très jouissif quelque part. Donc c'est un, ça peut être un faire-valoir. Donc là, c'est l'ego qui est flatté. Ça peut être une extériorisation de son besoin de plaire ou d'être reconnu Hmm. dans un groupe ou dans une fédération ou n'importe quoi. Ça rassure, comme tu l'as dit. Ça comble le vide d'un manque de maîtrise en général. Hmm. C'est les gens qui travaillent, qui ont une connaissance pointue, ils font quasiment rien. C'est, c'est bim, c'est rien passé. Enfin, c'est rien passé, c'est pas ça. C'est que il y a eu tellement, c'est le cercle de Giotto. Tu vois, c'est Évidemment. un peintre italien de la Renaissance, quand il Mhm. était jeune, avait été convoqué, je sais plus où, pour montrer qu'est-ce qu'il savait faire, s'il voulait obtenir une œuvre à faire, ainsi de suite. Mhm. Je pense que c'est dans le palais des Medici, donc à Florence. Et il était arrivé, il avait dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il avait pris un crayon, il avait fait un cercle parfait. Donc c'est ça. Ok. Ça demande énormément de maîtrise pour faire des choses très très simples. Pour moi, c'est ça. Quand on commence à en débarrasser, je pense qu'avec honnêteté, tout ce que j'ai dit là, que la raison de pourquoi on s'attache à la technique, ben, si on se regarde dans un miroir avec honnêteté, on se dit, OK, ça, j'en ai pas besoin. Me rassurer, j'en ai pas besoin. Euh, Être dépendant de l'esthétique, j'en ai pas besoin. Ainsi de suite. Papa, 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 papa. Et on arrive à Socrate, hein, se connaître soi-même. Mhm. Et c'est que ça. Donc, c'est ce truc de, OK, allez, on prend, on se débarrasse de ça, maintenant, je vais le faire pour moi. Il y a quelque part un switch de notre focus de l'extérieur vers l'intérieur. Ça correspond à ça, en fait. On est dans la technique tant qu'on se regarde. Et on s'en débarrasse quand on en a beaucoup, souvent, Mhm. parce que c'est lourd à porter et qu'en fait, ça sert à rien. C'est comme que tu traverses le fleuve avec ta barque, il faut laisser la barque après. Il faut continuer à marcher. Faut pas la porter au cas où tu as une rivière plus tard. Tu referas une barque plus tard, Mhm. si tu en as besoin. C'est vrai, c'est vraiment cette logique. Et quand on dit se connaître soi-même, dans le contexte de la culture des arts martiaux asiatiques, euh, c'est pas une connaissance nécessairement intellectuelle de soi-même. C'est au-delà de ça. C'est sur plein de degrés, en fait. Se connaître émotionnellement, se connaître physiquement, c'est tout à la fois, en fait. C'est moins intellectuel et c'est plus, Holistique, comme tu disais. ouais, c'est plus assez pragmatique, en fait.
Mais ensuite, ce qu'on disait la dernière fois, c'est l'histoire de la pyramide ou de l'entonnoir, quoi. Hmm. Si toute ta logique elle a été de l'entonnoir, tu t'aperçois que ben, tu gagnes ta liberté par rapport à la technique. Tu n'essaies pas de construire des trucs. Tu utilises simplement la gravité. Hmm. Tu laisses les choses tomber. Tu n'essaies pas de les monter. Mhm. Faut pas demander à un caillou de sauter. Il faut seulement lâcher le caillou. Il faut laisser. En Kyudo, on dit il faut que la flèche, elle parte par elle-même. Et c'est le lâcher prise. Kyudo, c'est l'art de la flèche, Tir à l'arc. l'archerie. Euh, donc, c'est très important. Si on veut la lancer, en fait, on devient un parasite. Justement, comment être libre quand on a des gardes ou des postures, des... Alors, on parlait pas des gardes, on parlait des postures. Hmm. Et en fait, la posture, c'est la même chose, en fait. C'est le fait de, il, il faut pas se regarder, il faut bien comprendre que la posture ou la garde, c'est simplement un moment dans un mouvement dynamique. Donc la Donc, garde un doit être mouvement, dynamique. si on est en garde, ce qu'on appelle serrada, dans les formations philippines, c'est-à-dire en garde fermée ou en garde ouverte, on se met pas. On, il se trouve qu'à un moment donné, on y est de là, on attaque. Et comme on vient d'attaquer comme ça, ben tiens, on est en garde fermée là tout d'un coup. Et bam, on part en garde fermée. Donc, et à un moment donné, on peut se mettre en garde. Donc, on se met en garde. Pourquoi? C'est parce qu'on veut, en général, tu te mets en garde quand tu veux que l'autre attaque. Hmm. Donc, tu le dis, attaque-moi de ce côté-là. C'est ça, les mises en garde. C'est bien. Hmm. T'offres une C'est une invitation. opportunité. C'est une invitation, mais c'est pas une garde. C'est pour ça qu'elle est tout le temps d'un côté ou de l'autre. Elle ne peut pas être au milieu. Hmm. Parce que la garde au milieu, c'est ferme, c'est vouloir fermer. Et Hmm. à main nue, c'est toujours pareil. Si tu gardes ton centre, ok, si tu gardes ton centre, parce que tu veux qu'on attaque de côté. Donc là, tu vas faire des interceptions. Si tu fais un Wing Chun. Ce sont des interceptions parce que comme tu as le centre, tu interceptes. Si tu fais en Muay Thai, là, tu vas travailler ce qu'on appelle Maiba. Donc là, par contre, tu laisses ici parce que tu veux qu'ils attaquent ici, Hmm. en fait. Tu veux qu'ils attaquent le centre. Parce que la plupart des techniques puissantes, elles viennent comme ça. Donc, s'il attaque le centre, là, tu peux dégager tes attaques. Hmm. Gauche, droite, pied, main. Voilà. Donc, les gardes, c'est toujours ça. Euh, est-ce que, est-ce qu'il faut essentiellement avoir des gardes? Elles vont venir naturellement. Il ne faut pas que ça soit une gestuelle, que ce soit un passage. Et après, il faut que ce soit des gardes dynamiques. Parce qu'on a parlé du flow tout à l'heure, donc il faut que tes gardes s'intègrent à ton flow, à ton mouvement, tes déplacements. Tu ne peux pas te mettre en garde et puis bouger les pieds comme ça. Ça n'aurait aucun sens. Hmm. Et ça doit correspondre. Tu as une attaque, une défense, et ainsi de suite. Et il ne faut pas bouger pour bouger. À chaque Hmm. fois que tu bouges, tu te mets, tu deviens une cible. Donc, que ce soit avec des armes ou sans armes. Donc, de toute façon, c'est comme ce que faisait Mohamed Ali quand il faisait ses mouvements de pied. Là. Hmm. C'est juste pour obliger l'autre à bouger. Clac, clac. C'était juste pour, vas-y. Tic, 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 comme il faisait Hmm. là. Comme il était super Ouais. rapide. Tic, jusqu'à ce que l'autre ne puisse pas résister et rentrer. Bam! Hmm. C'est ce que fait aussi euh, Mike Tyson quand il fait son peekaboo. Hmm. Oui. C'est fait exprès. C'est fait pour créer cette déstructuration, cette ouverture. Et là, bam, il explose dessus. Ouais. Donc voilà, c'est ça, ces gardes. Ce sont des ouvertures. Que si tu Hmm. veux être rapide, tu dois être sur la pointe des pieds. Si c'est sur les talons, t'es mal. Donc, tu es obligé d'être sur la pointe des pieds. Mais la pointe des pieds, c'est un déséquilibre. C'est-à-dire que tu es toujours en déséquilibre. Tu es tout le temps prêt à, Hmm. jusqu'au moment où tu es obligé de bouger. Donc, soit tu recules et là, bam, tu fais contrer, soit tu avances et tu peux te faire contrer aussi. Donc, ça dépend qui tu es en face. Donc c'est ce jeu de passer au-delà d'une certaine distance et
et dans une certaine temporalité, parce qu'en fonction de la vitesse à laquelle tu rentres, de la cadence à laquelle tu rentres, ainsi de suite, soit tu peux faire une cassure toi-même, c'est-à-dire que l'autre fait une cassure, mais tu fais une cassure dans sa cassure, et là, tu as une ouverture. Et ça, c'est simple, ça a l'air compliqué quand on parle comme ça, mais c'est, C'est ce qu'on fait tout le temps quand on combat, en fait. oui, c'est ce qu'on fait exactement, c'est ce qui se passe tout le temps, simplement, il faut en avoir le contrôle et la conscience de ce qui se passe, sinon on ne peut pas le reproduire. Sinon, à un moment, on fait un truc super, mais on ne peut pas le reproduire. Et, et alors, justement, il y a une question qui est hyper importante là-dedans, c'est la lecture. Comment on améliore ça, enfin, déjà, quelle est la place de la lecture? Pour moi, quand je t'entends, c'est fondamental. Détecter quand l'autre est en train d'essayer de nous piéger ou quand il attaque vraiment. Enfin, OK. Euh, D'abord, les lectures, est-ce que c'est une lecture de quoi? lecture de l'adversaire, lecture de la situation. Ce sont des choses très différentes. La lecture de la situation, c'est quelle stratégie je mets en place. La lecture de l'adversaire, c'est comment je vais lire déjà quand est-ce qu'il attaque, où est-ce qu'il attaque, comment il attaque. OK? C'est ça dont on parle. C'est quelque chose de très, très simple, très basique. Donc là, si c'est la lecture d'un geste Mm. de manière générale, hein, que ce soit une attaque, une défense, peu importe, et c'est une feinte, c'est un geste. Si c'est Mm. la lecture d'un geste, c'est trop tard. Parce que si on veut lire un geste, c'est-à-dire qu'on est parti après le geste. Mm. Donc on réagit, donc non. Donc, on est en retard dans l'espace-temps. On est en retard de toute façon d'une manière ou d'une autre. Donc là, non. Ou alors, il faut être beaucoup plus rapide que l'autre. Mais si c'est plus rapide que l'autre, ce n'est pas la peine de. Si tu es meilleur, plus rapide, plus fort et plus grand, c'est pas la peine de se casser la tête, quoi. Tu lui donnes une baffe et c'est fini. Donc, on part du principe que l'autre est dangereux, ou au moins a certaines compétences. Donc, la lecture des gestes, c'est trop tard. Lecture de l'intention, ce serait le niveau suivant. Donc, quand on parle de la lecture du geste, on dit toujours, ah ben, on va défendre, on va partir après, on va partir pendant, on va partir avant. Mm. Bah, si on part avant, ben, ça veut dire qu'on vient de changer. Et la grande règle de l'univers, c'est le premier qui parle a toujours perdu. Donc, ça marche partout. Le premier qui parle se découvre, sauf s'il y a un abruti en face, il a perdu. Donc, stratégiquement, c'est pas une bonne idée. Donc, partir avant que l'autre attaque, non. Faire une attaque dans l'attaque, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a créé une ouverture, on a ralenti le temps, et en faisant ça, donc ralentir le temps, c'est ralentir la perception que l'autre a du temps. Mm. Et dans cette façon de faire, on arrive à placer une technique. OK? Un peu plus compliqué. Et après, il y a manipuler l'adversaire. Donc, tu peux aussi manipuler l'adversaire, c'est-à-dire l'amener à faire ce que tu veux qu'il fasse. Donc, là, il y a plein de façons de faire, mais la lecture, c'est tout ça. Ce qu'il faut lire avant tout, il faut avoir reconnu, en fait. Il faut reconnaître les mouvements, les gestes, ainsi de suite. Donc, il faut les avoir déjà assimilés soi-même. Mm. C'est pour ça que je dis, par exemple, on ne peut jamais être capable de se défendre à main nue contre quelqu'un qui attaque avec une arme ou un poignard, essentiellement. Il faut être un expert du poignard, parce que sinon, on n'aura pas intégré, on ne pourra pas reconnaître ce qu'il est en train de faire. La difficulté, c'est pas tellement de le lire, c'est reconnaître, Mm. précisément. Donc, reconnaître, ben, il faut connaître avant. Donc, c'est pour ça que pour moi, la lecture, c'est toujours. J'aime pas du tout cette façon classique des arts martiaux de dire j'attaque avant l'attaque, les débutants, ils attaquent et ils défendent après l'attaque. Quand tu es un peu meilleur, tu défends pendant l'attaque. Et quand tu es un peu meilleur, tu défends avant l'attaque. Et après, tu défends sur l'intention. C'est pas pratique. Mm.
C'est pas pratique. Ça va dans un seul sens. Si la personne t'attaque en ligne droite, parce que tu n'as pas d'espace dans ce cas-là. Hmm. Tu n'as que le temps d'une attaque. Et tu n'as pas de hauteur non plus, tu n'as pas d'angle. Hmm. Donc, à partir du moment où tu rentres en compte l'angle et le fait que tu peux être non conventionnel et dois faire autre chose que ce que l'autre a l'habitude de défendre contre, ça marche plus. Parce que tu ne peux pas reconnaître ce qu'il fait. Oui, je comprends. C'est pour ça que c'est toujours un peu. Ça dépend dans Ok. quel cadre on se place. Donc, ça Mhm. marche très bien en compétition, par exemple. Quelqu'un qui ferait une compétition de n'importe taekwondo ou ainsi de suite. Mhm. Oui, ça marche bien là. Parce que les deux sont dans un combat conventionnel, enfin, sont Oui, oui, il y a des règles communes, un afro conventionnel, donc ils combattent de la même façon. mais ça veut dire que pour du coup développer sa capacité de lecture, il faut être capable de reconnaître, comme tu le disais, et dans ce cas, ça veut dire qu'il faut avoir une vision globale des pratiques martiales. On peut toujours Oui, tomber sur une arme qui est peu conventionnelle ou pas conventionnelle du tout tout, à fait. des choses complètement inconnues. Comment on peut reconnaître là-dedans? Qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh ben, faut pratiquer. Il faut pratiquer le maximum de choses possibles. Et après, il y a des systèmes où il y a plein d'armes différentes. Tu fais du Kobudo d'Okinawa, Hmm. en passant de la rame à la faucille, euh, plantoirie, tu Hmm. as absolument les bâtons de toutes les hauteurs, les fléaux. Tu as suffisamment de choses là-dedans pour pouvoir reconnaître toutes les formes quasiment existantes d'armes que tu pourrais rencontrer. Hmm. D'accord. Donc, c'est ça. Et puis C'est après, avoir il une faut arme, aussi. c'est avoir une forme d'arme suffisamment proche ou une forme de pratique suffisamment proche qui permettent d'assimiler les principes de celui qu'on a en face et de comprendre pour pouvoir s'adapter, Pas de comprendre, simplement de le reconnaître. de reconnaître, oui, enfin oui. Tu Mais ne peux pas le comprendre. bien Là, sûr. tu n'as pas le temps, c'est juste reconnaître. Oui, bien sûr. Donc, tu vas ajuster par rapport à ça. Hmm. Ok. Mais c'est juste une pratique. C'est pour ça que quand, par exemple, notamment en Chine, il y a énormément de formes de combat différentes, euh, ils essayaient de jamais montrer ce qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'ils ne montraient jamais leur technique, en dehors du truc. C'était fait pour combattre les autres, hein, ceux qui combattaient autrement. Et c'était le fait de ne pas reconnaître les attaques qui faisait que c'était efficace. Et une fois que tu avais déjà combattu, c'est pour ça que parfois, certains maîtres, en, en remerciement, faisaient un combat de 1 à 1 avec un autre maître. De cette façon-là, il lui donnait sa technique. C'était considéré comme lui donner sa technique. Le fait de combattre contre la personne. Et souvent, ça se faisait en juste 2 personnes. C'était Ça, considéré comme même quand c'était un combat, pas pour faire semblant, hein, hmm. c'était considéré comme une offrande. Ok. Ça donne à réfléchir. Sur aujourd'hui, la façon qu'on a de pratiquer qui n'est pas du tout identique, parce que le but n'est pas le même. Après, c'est une question dans quel contexte on est. Hmm, tout à fait. Ce que les vrais arts martiaux ont de commun, c'est que ils- le but est le combat de survie, Hmm. d'une manière ou d'une autre. Donc, effectivement, on est dans la même forme d'application de combat, où tout est possible. Hmm. Donc, on va vraiment à la quintessence de la technique. L'idée, c'est quoi? Si on doit regarder quelque chose, l'idée, c'est de dire on veut acquérir plus de vocabulaire. En gros. Ça ne veut pas dire que tu vas l'utiliser tout le temps. Euh, mais pour pouvoir le comprendre, il faut avoir le vocabulaire et savoir ce que les autres font, sans avoir besoin de le pratiquer. Typiquement, c'est un peu ce qui a surpris quand il y a eu le début de l'UFC avec Gracie qui maîtrisait tout le monde parce que personne ne comprenait le combat au sol, la façon, enfin sa forme de corps, etc. Et Oui, donc, et lui, il connaissait le truc de tout le monde.
Exactement. Et aujourd'hui, on voit un rééquilibrage parce que ben, aujourd'hui, tout le monde sait plus ou moins amener les gens au sol, tout le monde sait plus ou moins se relever. Donc, on voit un Surtout, il y a rééquilibrage. des profils sur chaque joueur, parce que ce sont des joueurs, Mm, parce qu'il y a des paris. Donc c'est essentiellement gagner essentiellement de l'argent sur les paris, hein. mm. Donc, donc effectivement, là, c'est plus, il faut les équilibrer. Et puis après, il y a les catégories de poids. Quand tu commences à avoir des catégories de poids, Oui, tu mets tout le monde au même niveau. c'est sûr. C'est Leo Gracie qui disait qu'il n'aurait jamais accepté à son époque de combattre avec des catégories de poids. Il disait son avantage, c'était d'être plus léger que les autres. Est-ce que tu penses que la fluidité est plus importante que l'explosivité dans un combat? Pareil, il faut mettre les choses dans l'ordre. Fluidité mentale, fluidité physique, fluidité corporelle, qui amène la fluidité technique, qui permet l'explosivité physique qui entraîne la vitesse. Mm. Parce que et quand on parle d'explosivité, par exemple, on parle et de fluidité, on va dire, OK, explosivité dans le déclenchement ou à l'impact. À quel moment? Et pareil pour la fluidité. Tu l'as pas forcément tout le temps. Mm. Tu as une fluidité dans ton démarrage, puis tu as une fluidité à la fin. Mm. Tu peux avoir une grosse fluidité au départ et à la fin, arriver comme un bâton mort. Mm. Donc, il ne permettrait pas, par exemple, de changer d'angle. Mm. Donc, il y a tout ça. Et après, par où commencer? Il faut mettre les choses en place. C'est Il pas me facile. semble que le plus important, c'est la mobilité. Donc, la mobilité, tu vois, mobile. Mm. Avec les armes, sans armes, parce qu'on peut être très mobile soi-même physiquement, mais dès qu'on a une arme, on devient comme un Maladroit. bâton. Tu vois, et puis on régit tout, ainsi de suite. On voit imposer, par exemple, le mouvement au bâton. Et on n'a pas compris que c'était l'inertie du bâton qui dirigeait et on doit s'effacer devant l'arme. On doit se mettre au service de l'arme. C'est pour ça que les armes ont un nom et une identité. Et vice-versa. Donc, la mobilité, la décontraction qui permet l'agilité, tout ça, on rajoute la souplesse. Donc là, on parle de souplesse. euh, c'est différent. On va commencer avec la Musculaire. souplesse, hein. Et puis là, tout cela, ajouté les uns pour les autres, donne une fluidité qui permet la vitesse. Et la vitesse, bien sûr, Bien avec la expliqué. masse, ça donne la force. Donc, c'est vraiment dans cet angle-là. Si on veut aller vite, par exemple, on commence par la vitesse. On ne va pas arriver à la fluidité. Mm. Et donc, on n'aura pas de force. Mm. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Ben, c'est pas qu'est-ce que le plus important, c'est tout est important, mais il faut le mettre dans un ordre qui soit un ordre. C'est comme les cinq éléments. Mm. Dans un certain ordre, c'est pour, c'est pour construire, et sur un autre ordre, c'est pour détruire. Donc, tu as, un cycle et un autre cycle. Ok. Très intéressant, encore une fois. Donc, travailler dans cet ordre-là permet de s'améliorer pour le combat tout à fait. Et ça me parle beaucoup. Ben, après, c'est facile de trouver des applications, des exercices, ainsi de suite, qui permettent de. Est-ce que tu penses que c'est intéressant de le travailler, par exemple, à chaque leçon, à chaque cours, de travailler comme ça? Par exemple, on commence par travailler la mobilité, puis après, on va travailler sur tout ce qui est relâchement. Je pense qu'il faut jamais faire la même chose D'accord? parce qu'il faut surprendre. Mm. Sinon, on tombe dans une routine. Il faut surprendre son corps, il faut surprendre son esprit, il faut surprendre sa créativité, je vais y arriver. Il faut surprendre ses élèves, il faut se surprendre et il faut garder la motivation dans les choses qui changent. Mm. Il faut pas. Ok. Et dernière question de cette interview, avant les deux questions habituelles, mais euh, imaginons que tu es quelqu'un, on va prendre un cas concret, quelqu'un un judoka par exemple, qui a vraiment envie de passer son Morote Seoinage ou peu importe, n'importe quelle technique,
et il est entre guillemets bloqué là-dessus, il est figé là-dessus, il n'arrive pas à passer à autre chose. Quel conseil tu pourrais lui donner pour réussir à se libérer de cette technique, pour un entraînement, enfin pas un entraînement, pardon, une pratique à mettre en place, quelque chose à mettre en place pour faire évoluer cet état d'esprit un peu. Je ne sais pas quoi répondre à ta question. C'est tout ce que j'ai expliqué depuis le commencement, en fait. Pour moi, c'est pas vraiment. Il n'y a pas un truc comme ça. C'est le système entier et la conception du travail qui doit être. Parce que sinon, s'il veut placer systématiquement sa technique, son spécial, comme on dit au judo, c'est parce que il a été formaté comme ça. On lui a expliqué que c'était comme ça se faisait. Donc, ben, c'est juste la conséquence du reste. Maintenant, s'il veut changer, il va pas pouvoir changer. Sa pyramide, parce qu'il a une pyramide, là, très pointue, sa pyramide. Sa pyramide, elle est bâtie comme ça. Oui, mais il faut réussir à la retourner, il faut bien commencer par une brique pour la Pour la retourner. retourner, ben, il commence à tout faire, à tout changer. Et pour ça, il va falloir tout d'un coup, il ait plus de vocabulaire technique. Ta. Après, est-ce qu'il en a besoin? Pas forcément, s'il veut juste gagner les Jeux Olympiques. Encore une fois, c'est une question d'objectif, mais je pense que c'est pas, ce sont des conséquences. C'est simplement le résultat d'une façon de travailler, d'une conception, Bien sûr. d'une C'est dynamique, d'un enseignement, quelqu'un qui d'une serait en philosophie. fait, je vais reformuler la question différemment. Peut-être que quelqu'un qui est dans cette dynamique, il faut bien qu'il commence par quelque chose. Il faut bien, Oui. il va pas arriver du jour au lendemain et prendre la pyramide et puis la retourner. Et est-ce que tu aurais un premier pas en fait? Quel premier pas il pourrait mettre pour commencer à retourner cette pyramide? Euh, Ça commence toujours par la visualisation, pour moi. Parce que si on s'imagine faire autre chose, on a des chances de changer les choses. Après, faut qu'il y ait un vrai intérêt. Si la personne a pris conscience que ce qu'il fait ne correspond pas à ce qu'il voudrait obtenir, il fera ce qu'il veut. Si jamais c'est quelqu'un d'autre qui le lui dit, non, ça va pas marcher. Bien sûr. Donc, la personne à un moment donné s'aperçoit, tiens, ben non, j'arrive pas à obtenir que j'aimerais faire. Ouais, il faut commencer par visualiser. Avant de partir en vacances, il faut visualiser comment vont se passer les vacances, dans le cas idéal. Ok. Donc première étape, se mettre à visualiser des choses nouvelles, peut-être des choses plus détachées, permettre de s'ouvrir, d'ouvrir un peu l'esprit. Ok. Je pense que oui. C'était ma question qui était mal posée au début, effectivement. Donc je te remercie. J'apprends à chaque interview à être un peu plus précis. Est-ce qu'il y a une, Désolé. est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose par rapport à cette fluidité et cette liberté? Non, j'ai pas préparé de questions que j'aurais voulu que tu me poses, parce que tu m'as posé beaucoup de questions très intéressantes. Euh, et comme généralement, je rajoute déjà des choses dans les questions que tu me poses. Donc là, non, j'en ai Il n'y en a pas en plus. Ça marche. Est-ce que toi, tu pas. aurais une question à me poser sur ce sujet-là? Une question, une remarque que tu pourrais me... Même chose, je l'ai fait pendant notre truc. Je t'ai posé plusieurs fois des questions, effectivement, qui étaient vraiment précises sur exactement comment tu le vois, comment Hmm. tu l'intègres. Donc, non, désolé, je n'ai Ah, pas de cette il y a question. pas de désolé, c'est que je clôture J'ai la toujours, sensation toujours. de t'avoir déjà posé des questions, en fait. Mais tu m'en as posé, tout à fait. Mais je clôture, c'est les deux questions habituelles que je pose pour laisser de la Oui. liberté un peu à l'intervenant. En tout Et cas, comme je merci prends pour ce temps. ma liberté dès le début, Pardon? et comme je prends ma liberté La liberté, on est en plein dedans. Tu l'as prise dès le début, il n'y a pas de problème. Merci vraiment pour le temps que tu as pris. Donc, du avec coup, plaisir, je vous avais teasé une interview intéressante. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-nous en commentaire. Et puis, si vous avez des questions pour Dany, comme d'habitude, vous pouvez les poser en commentaire. Je lui ferai remonter. Il y a pas de souci. Tout s'est bien passé pour toi? excellent. Ah, super. Non, non, j'espère simplement que parfois mes égarements ne font pas se perdre les gens.
parce que je passe parfois un peu du coq à l'âne, mais parce que pour moi, c'est pas du coq à l'âne, c'est simplement ce sont des choses qui sont, euh, qui sont liées, pas toujours d'une manière évidente, mais qui ont les mêmes racines. Donc, tu es obligé de toucher un peu les deux choses à la fois, ou les trois choses, ou les quatre choses pour avoir une, une feuille qui bouge, quoi. Moi, tu m'as pas perdu, et vous dites si vous avez été perdu, mais moi, tu m'as pas du tout perdu. OK. Donc voilà. Pour moi, tout est clair. Au contraire, tu prends. Après, comme je dis souvent, c'est vrai que j'ai tendance à être pareil, c'est-à-dire j'aime bien retourner aux bases et expliquer les bases et mon fondement. Je viens d'études de philosophie à la base, donc forcément, on aime bien reprendre les sociologues et les choses comme ça, que tout soit bien clair, partir sur une base commune. Donc c'est super OK, pour moi. ça Merci marche. beaucoup. Chou bye!